Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de ABD Podcast. Je suis avec Loïs Monaco. Salut Loïs, Salut Benjamin. j'espère que ça va. On va faire un petit café des sports, si tu es Allez, bien d'accord. parlons sport. Donc on était en train d'en parler un peu en off. Est-ce que le préparateur physique est un entraîneur spécialisé en préparation physique ou ça doit être un généraliste? D'après toi, comment on peut répondre à cette question? Alors c'est une question qui fait débat. C'est-à-dire, est-ce que le préparateur physique doit être issu du sport dans lequel il fait la préparation Exactement. physique, ou est-ce que ce serait un généraliste, un spécialiste de l'athlétisation, qui peut arriver dans n'importe quelle activité et amener quelque chose. Alors c'est une question intéressante. Je crois qu'il y a une phrase de Sun Tzu dans l'art de la guerre, ou un truc comme ça, qui dit que la guerre est une chose trop sérieuse pour être confiée à des militaires. Oui, c'est vrai, oui, Et, c'est ça. et effectivement, Avec alors du coup, est-ce qu'il faut être vraiment un technicien pour savoir ce que tu fais en préparation physique? Alors la première chose, c'est que je te dirais à quel type d'athlète tu t'adresses. Parce que si tu parles d'un athlète de 14 ans qui a besoin de développer ses habiletés motrices, il n'a pas forcément besoin d'un spécialiste, ou le technicien peut s'en occuper. Si c'est rouler, sauter, squatter, apprendre à faire de la corde à sauter, apprendre à faire des roues, bouger, les bases de la pliométrie, les bases de la musculation, etc. Tout ce bagage qu'on lui donne, bah, ça peut être un peu fait par les deux. Mais il n'y a pas besoin d'être spécialiste de l'activité pour faire ça. Pour faire ça, exactement. Après, à quel type d'athlète tu t'adresses? C'est marrant, je me suis souvent posé la question, j'avais souvent fait un constat avant, alors maintenant on en est un petit peu à l'heure en préparation physique, des neurotypes, des neurotransmetteurs, de la charge d'entraînement qui permettent de définir un petit peu un athlète. Et moi, naïvement, il y a une dizaine d'années, je m'étais dit, il y a deux types d'athlètes. Il y a deux types de sportifs. Tu as l'athlète et tu as l'artiste. Tu vois? Ouais, je vois. Alors, l'artiste, il a besoin d'un petit peu. Tu vois, il a besoin que tu lui donnes une petite touche de préparation physique. Tu vois, tu lui donnes une petite touche de gainage à un endroit pour qu'il fasse un lien et alors lui, après, il s'occupe de faire la magie. Et t'as l'autre, t'as l'athlète. Alors lui, s'il n'a pas deux pecs comme ça et s'il fait pas sa séance de muscu, il se sent, il est pas bien. Lui, il a besoin de s'entraîner tous les jours. Il a besoin de faire lourd, il a besoin de faire beaucoup. C'était une caricature, c'était un raisonnement, tu vois, j'étais plus jeune. J'étais jeune tout court. Mais ça m'avait permis de commencer un petit peu à profiler. Effectivement, si tu as besoin, si tu as un profil artiste, souvent, peut-être qu'un préparateur physique issu de l'activité va être à même de trouver la petite solution. Pour peu qu'il se soit vraiment plongé dans la préparation physique, à savoir la périodisation de l'entraînement, la pédagogie, etc., pour faire les liens. Si tu as besoin d'un profil, si tu as un profil athlète, la personne qui est juste technicienne spécialisée en préparation physique, qui n'a pas vraiment d'expérience de ce qu'on peut faire en musculation, il risque d'être vite débordé ou de ne pas se renouveler assez dans ses contenus pour que ça marche avec ce sportif-là. Et malheureusement, je crois qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de juste réponse. Je crois que là où on peut faire quelque chose, c'est plutôt en définissant un petit peu c'est quoi un préparateur physique. Et ça va être ça, là. Je voulais poser cette question, tu as bien anticipé. À vrai dire, c'est quoi la préparation physique? Avant de parler de préparateur physique, je pense qu'il faut mieux définir la préparation physique. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est finalement, c'est bête à dire, mais c'est de développer les qualités physiques au service de l'activité normalement pratiquée. Ouais. Mais on en revient quand même avec le FMS et tout ça, c'est quand même développer les qualités générales après les qualités spécifiques, théoriquement. Ouais. Théoriquement, ce qu'a fait le préparateur JP Heger, notamment, c'est lui qui a mis ces grosses bases-là avec le lanceur de... Werner Gunther. Voilà. J'adore cette vidéo. elle est mythique. Ouais. Mais finalement, c'est vraiment la base de la base du préparateur physique, de mettre toutes les qualités physiques au diapason de l'activité spécifique. Je crois que c'est ce que Michel Pradé donnait dans sa dernière définition de la préparation physique. C'était l'ensemble des process, des choses que tu vas pouvoir développer en dehors de l'activité spécifique.
Donc effectivement, si c'est ça le champ de compétences du préparateur physique, il a besoin d'avoir une sensibilité à l'activité, mais en même temps, il sera pratiquement jamais aussi bon que le technicien. Tu vois, je vais te donner un exemple. Quand tu as un technicien d'élite qui entraîne des athlètes d'élite, qui sont des mutants dans leur spécialité, qui ont déjà leurs propres gestes, qui se sont appropriés l'activité pour restituer quelque chose au plus haut niveau. C'est pas le mec qui a été un bon junior ou un bon régional dans l'activité qui va forcément trouver la solution à ça, parce qu'il est peut-être complètement déconnecté de ça. Peut-être, peut-être pas. Mais peut-être que parfois, c'est un intervenant extérieur qui va être capable de trouver la solution pour faire progresser. Il y a un exemple rigolo, et je fais une petite dédicace à Jean-Luc, qui était mon entraîneur en arts martiaux et en sport de combat. Je lui avais dit que je rédigerais un petit mémoire sur la préparation physique dans les sports de combat. Et c'était il y a une dizaine d'années, et j'ai toujours pas avancé sur le truc. Et j'ai fait 25 ans d'arts martiaux et de sport de combat. Et tu vois, c'est ma spécialité, c'est ce que je préfère faire le plus au monde, mais en même temps, c'est ce que j'enseigne le moins. Et si je devais prendre la préparation physique d'un combattant aujourd'hui, j'ai tellement d'éléments que ça serait peut-être le plus dur pour moi de les mettre dans l'ordre. Parce que tu connais trop l'activité, peut-être. Peut-être parce que je connais trop l'activité, parce que j'en ai mangé depuis que je suis tout petit, jusqu'à aujourd'hui, mes 36 ans. On revient au principe de variété. Et on revient au principe de variété et d'arriver à hiérarchiser tout ça. Et être un généraliste, un spécialiste de la préparation physique, bah, c'est plus facile pour moi d'arriver dans un sport et de le regarder avec un œil complètement extérieur. Ouais, avec un recul énorme. Ouais. Tous les techniciens, ils vont te dire un peu la même chose. Dans notre activité, c'est pas pareil. Nous, dans notre activité, c'est pas pareil. Alors là, tu vas aller dans la danse classique. Et alors là, eux, effectivement, c'est pas pareil. Mais alors là, tu es dans la boucherie. Tu es dans la boucherie de ce qui se fait sur le physique. Tu vois, c'est l'extrême. Je crois que c'est peut-être une des choses les plus. Le ballet, c'est peut-être une des activités physiques les plus dures qui existent. Et avec les principes, je crois que ça a été défini dans les années 1900. Tu vois, les principes d'entraînement, voilà. Donc effectivement, de temps en temps, un généraliste dans ce type d'activité qui va dire les gars, on va peut-être faire différemment. Alors tu vois, l'affûtage, eux, ils connaissent pas quoi. Les journées les plus dures, c'est les veilles, des veilles de spectacle. Donc effectivement, un généraliste, dans ce cas-là, ça peut avoir un effet positif. Moi, je suis plutôt un généraliste comme préparateur physique. J'ai plutôt un avis sur la charge d'entraînement. J'ai plutôt un avis sur ce qu'on peut mettre en place en prophylaxie, en réathlétisation, dans ces domaines-là. Effectivement, je n'interviens pas comme préparateur physique dans des activités que j'ai pratiquées, sauf si on compte l'UNSS volley que j'ai fait au collège, mais je ne pense pas que ça rentre une heure par semaine, je ne pense pas que ça compte pour la préparation physique du volleyeur, ni mes connaissances de technicien. Ça a un côté rassurant de pouvoir regarder avec un œil extérieur l'activité, même pour en revenir sur les sciences un peu plus humaines, de parfois pas en connaître tous les codes. Tu vois, je suis d'accord. Ouais. Par exemple, dans le volleyball, le vestiaire, c'est quelque chose d'assez particulier, dans le sport collectif en général. Moi, je me suis toujours tenu assez éloigné du vestiaire, de la fête, tu vois, de l'énergie qui s'y passe. Je veux pouvoir aussi garder mon regard extérieur et être objectif sur ce que je vais proposer aux mecs. Je ne fais pas non plus la fête avec mes joueurs de volley, tu vois, parce que je ne veux pas non plus être trop... Voilà. Ça n'empêche pas d'avoir de l'empathie, ça n'empêche pas d'essayer de comprendre l'autre, ça n'empêche pas d'être humain. C'est juste garder une certaine distance. Quand tu es trop impliqué dans l'activité, parfois c'est difficile parce que tu fais que répéter ce que tu as vécu. Alors ça, on n'en parle même pas. Ouais. Ça, l'entraîneur qui te dit « moi, c'était comme ça à mon époque, donc ça doit être comme ça maintenant », ça c'est le summum. C'est le summum. Mais effectivement, je donne ce point-là aux généralistes de pouvoir avoir ce regard extérieur pour peu qu'ils s'intéressent vraiment à l'activité, pour peu qu'ils écoutent vraiment aussi ce que le technicien a à lui dire. Parce qu'après, on sait que dans le sport de haut niveau, parfois tu as des choses qui sont
même en voulant moduler, tu as quand même des volumes qui sont des volumes, des intensités, des exigences qui sont incompressibles pour le haut niveau. Tu peux pas faire du haut niveau si tu t'entraînes 2 heures par semaine. Voilà. Moi, le Donc volume est effectivement, discriminant, ouais. même si toi tu pensais avoir la méthode miracle en 2 heures par semaine, dans le haut niveau ça marchera pas. Donc il faut effectivement être capable d'écouter ce que te dit le technicien. Si tu as une sensibilité, si tu as quelque chose avec l'activité, tant mieux. Tant mieux, c'est un avantage. Mais tu vois, mon assistante au Nice Volleyball, Sophie, elle est fan, elle connaît très bien l'activité, elle connaît peut-être même mieux le volleyball Que certains. elle connaît peut-être mieux le volleyball pur en termes de jeu que moi aujourd'hui. Ce qui fait que c'est une force parce qu'on peut échanger sur des points. Et moi, je connais mieux la préparation physique, la périodisation, comment gérer la charge, comment mettre en forme un joueur, comment jouer sur les aspects humains. Et cette distance, elle permet aussi de donner un bol d'air et de distance. Et elle permet aussi à l'athlète, au sportif, D'évacuer un peu. d'évacuer parce que quand il est avec toi, ça c'est quelque chose que je tiens de Fabrice Pellerin, l'entraîneur de natation, il apprend une autre matière. Tu vois, il a la matière natation et il a la matière préparation physique, athlétisation ou d'autres domaines. Et c'est important pour les sportifs de pouvoir avoir un autre domaine où ils peuvent s'exprimer, où ils peuvent dire des choses différentes. On a des nouvelles informations qui arrivent que l'entraîneur n'aurait jamais eu accès grâce sont à différentes, grâce à ce genre de créneau. D'échanges. Tu vois, pour reprendre l'exemple de Sophie, mes joueurs de volley se confient à elle, beaucoup plus, sur plein de trucs. Et ils l'utilisent parfois comme relais pour me parler, ou parfois ils me parlent directement, mais tu vois, c'est des relais. Alors il y a des différents niveaux de spécialisation, il y a différents niveaux d'implication. Il y a des gens qui sont spécialisés uniquement dans... Tu vois, quand on parle des spécialistes, parfois c'est bien d'avoir affaire à un spécialiste d'un certain point particulier que tu ne maîtrises pas. La charge d'entraînement, un point sur la biologie, un point sur la réathlétisation. Tu vois, tu as ton kiné du club, mais tu as besoin d'un mec qui est spécialisé vraiment sur le genou, sur l'épaule. Voilà. Tu as besoin d'aller chercher ce spécialiste. Quand tu peux avoir accès à tout ça au sein d'une même structure, c'est super. C'est rare, honnêtement, dans le haut niveau. À moins d'entraîner les Lakers, tu vois, Manchester United ou Manchester. Mais voilà. Mais effectivement, on a besoin d'un petit peu de tous les profils. Je pense que la chose sur laquelle on revient, c'est le travail collégial. C'est être capable de communiquer avec l'entraîneur, des adjoints s'il y a des adjoints. Connaître ses propres limites. Connaître ses propres limites en disant je ne sais pas faire. On va demander à un tel. Est-ce qu'on peut aller demander à un tel ? Faire appel à son réseau, parce que quand même, il faut se dire que notre métier, c'est un métier de réseau avant tout, malgré tout. Ouais, ça nous permet de connaître des gens. Et d'augmenter notre boîte à outils, parce que finalement, c'est notre boîte à outils, qu'elle ce soit des savoirs ou des savoir-faire, c'est notre boîte à outils qu'on doit agrandir tous les jours, et finalement, être spécialiste d'une activité malgré soi, parce que plus tu vas exercer dans une activité quelconque, théoriquement, plus tu vas la connaître, plus tu vas devenir spécialiste. Ouais. Moi, je suis dans le patinage artistique sur roulette, personne ne connaît ça en France. Maintenant, je sais ce que c'est un axel, un lutz, des bêtises comme ça. Mais après, je ne serai jamais capable de faire sauter quelqu'un pour faire la bonne technique, quoi. C'est dommage, mais au moins, je comprends les mécaniques derrière de réalisation. Critères de réalisation, etc. Si tu peux avoir juste un point, un moment de voir qu'effectivement ton mouvement, en tant que préparateur physique, si tu as les outils d'analyse du mouvement, alors je ne connais pas du tout cette discipline, mais tu sais qu'à un moment, ça va tourner mieux au niveau thoracique qu'au niveau lombaire, quoi. Tu vois ? Donc tu sais que s'il veut générer de la puissance et si tu peux conseiller quelque chose, tu peux dire à l'entraîneur, tu sais ça, si tu lui apprends à être fort sur ça, il va sûrement... et à pivoter sur ça. Voilà. Et ça, tu n'as pas besoin d'être un spécialiste. Tu travailles déjà avec un spécialiste. Des principes mécaniques, on va dire universels. Après, effectivement, dans certaines activités, même si je pense que pour certaines activités, être un petit peu plus athlétique, être un petit peu plus fort dans la salle de musculation, ça peut aider. Dans le foot, par exemple, c'est pas une mauvaise chose parfois d'avoir un préparateur physique qui soit issu du football, parce que effectivement, tu as une partie du travail et du temps qui doit être consacré aux technico-tactiques physiques
Parce que le technique est vraiment le critère discriminant à haut niveau. Voilà. Et donc effectivement, dans un sport comme ça, Il vaut mieux avoir un mec qui a 15 de VMA qu'à 22 et qui se tape dans la bouche, entre guillemets. c'est ça. Et donc Au effectivement, moment il du faut que le concours. préparateur physique connaisse un petit peu l'activité pour développer. Et puis en même temps, tu vois, à l'inverse, pour les généralistes, il ne faut pas que les généralistes pensent qu'ils aient la solution Bah, tout. ultime. Je pense, tu vois, parfois des gens qui sont issus un peu de background. Alors, je vais dire le CrossFit, mais j'ai rien contre le CrossFit. Hein, mais c'est vrai que parfois ils disent voilà, nous, notre méthode, c'est vrai que si tu faisais ça, eh ben, tu deviendrais. Bon, Si automatiquement. tu étais très très bon, si tu étais purement là-dedans, bah forcément dans ton sport, tu serais meilleur. Et la réponse, c'est que non. Pas forcément. Par contre, tu as peut-être des éléments de ta méthodologie, tes trucs, tes outils que tu utilises qui vont pouvoir être utilisables. Le pur spécialiste de PPG n'est pas forcément non plus un bon préparateur physique s'il ne comprend pas qu'il va falloir transformer et utiliser des outils pour être au service de l'activité avec laquelle il va travailler. Complètement. Et surtout, comment le dire, ne pas perdre d'objectif qu'à un moment, il faut spécialiser. Quoi. Pour en revenir au CrossFit, ils n'ont pas de spécialisation. Même si on peut dire que faire du CrossFit, c'est être spécifique au CrossFit. Mais ils oublient qu'à un moment, une maîtrise technique, l'expression d'un geste technique, ça demande beaucoup d'heures d'entraînement. Et d'ailleurs, eux consacrent beaucoup de temps à leur propre maîtrise technique. Et oui, effectivement, ouais, je vois ce que tu veux Même dire. si c'est des aspects généraux, des techniques générales, quoique on pourrait dire que le handstand push-up, c'est très technique. Ouais. Le walking handstand, C'est très est technique aussi. Mais voilà, ils ont certes une grosse base générale, mais à un moment, avoir un footeux qui fait 2 fois et demi son poids de corps en squat complet, Ça sert à rien. c'est de perte de temps, perte d'énergie. Le mec, tu vas le perdre au moment. Dès qu'il va faire un squat, tu vas le perdre théoriquement. Et encore une fois, alors on en avait déjà abordé dans un précédent podcast, mais pour revenir à la théorie des cadrans de Dan John, et à Bondarchuk, qui a aussi écrit sur le sujet, ils te disent bien qu'arrivé à un certain âge, pour parler vraiment de l'athlétisation, au mieux tu continues à entretenir, c'est-à-dire au mieux ton gars, il a 30 ans, il fait son activité physique, il vient faire ses deadlifts, tu vois, il vient faire ses développés couchés, ou peu importe son exercice, ses tractions, parce que ça fait partie de sa gymnastique, tu vois, ça l'entretient. Mais tu vas plus chercher à amener son max, à avoir un nouveau max. Peut-être qu'il va l'améliorer, ça serait un effet secondaire sympa, mais c'est pas son objectif. Alors ça dépend de l'activité, et ça dépend de l'âge. Un jeune, tu peux plus facilement le pousser sur ça te donne plus d'outils. Lui, il a besoin aussi de dépenser un peu son énergie, il a besoin de développer plus de qualité. Le vieil athlète, qui souvent est plus jeune que moi, lui, il a besoin de continuer à s'entretenir pour avoir juste une base, 1, de variété, 2, d'être en forme pour son activité. Et effectivement, là, si tu commences à vouloir lui faire de l'épaulé jeté et de l'arracher alors qu'il n'en a jamais fait, et qu'en plus tu cherches des PR, là, effectivement, tu vas créer une contrainte. Et en plus, dans une certaine mesure, tu risques presque même de le déprogrammer, alors que lui, il continue à optimiser petit à petit. Tu vas créer des adaptations qui désadaptent finalement à son activité. Ouais. Vaste débat. Hein. Ouais, c'est hyper large, mais en même temps, je pense qu'on ne trouvera jamais de réponse réellement. Non, la réponse, elle est à la situation donnée, l'athlète, comment tu... Encore une fois, on en revient dessus, hein, tu individualises pour cette personne. Et comment toi, tu es capable en tant que préparateur physique, comment tu es capable de remettre en question tes croyances, ton envie. Moi, c'est pas un secret, je suis un grand fan de kettlebell, je suis un grand fan du système Strong First. C'est pas mon outil prioritaire en permanence avec des athlètes. Tu vois, pourtant, je suis assez identifié comme étant un mec Strong First, kettlebell, etc. Je peux en utiliser certains principes. C'est pas l'outil, c'est pas parce que j'adore ça que ça va être ce que je vais faire à tout prix avec tous les athlètes. Il y en a, ils vont faire des trucs complètement différents. Alors effectivement, les autres outils, je peux aller les chercher dans le yoga, je peux aller les chercher dans le pilates, je peux aller les chercher dans certaines techniques de gym, de trucs. Effectivement, mon envie prioritaire, parfois elle colle avec ce dont l'athlète a besoin. Ma sensibilité prioritaire, elle colle. Parfois, elle colle pas. Parfois, il faut trouver autre chose. Ça demande du recul et de la distance. Et de l'analyse et de la distance. Et être capable de dire, bon, je me pose. Pas de swing aujourd'hui. Et mince. Et mince. Donc ouais, c'est un vaste débat et on
Je pense que en fait, chaque sport aura sa spécificité vis-à-vis de la préparation physique. Et surtout, c'est quoi? C'est la technique qui va le définir, je pense. La technique, et je pense aussi que, alors je te dis je pense, mais c'est pas des trucs que je sors de moi, hein, c'est aussi un petit peu des échanges avec Stéphane Morin sur Training Load Pro, mais je pense aussi que la biologie, la charge, l'humain, en fin de compte, il réagit plus ou moins toujours de la même manière, quelle que soit la discipline. Donc en gros, la façon d'amener un athlète à performer ou en burn-out, c'est un petit peu la même dans les deux cas. Donc parfois, il ne faut pas non plus toujours se cacher derrière sa discipline, et nous, on doit absolument faire comme ça. D'ailleurs, tu le vois dans certaines disciplines, ça change assez vite au gré des modes, au gré des outils. Il faut se dire qu'en fait, l'humain, il réagit avec son homéostasie, avec Ses hormones. avec ses hormones, avec ses trucs. Et quand tu pars de ça, tu peux toujours trouver une solution, plutôt que si tu cherches, toi, à faire coller l'athlète à un modèle ou sportif, ou de ce que toi, tu as comme sensibilité en préparation physique. Donc généraliste ou spécialiste? Moi, généraliste. Et toi? Pour l'instant généraliste. Dès que j'aurai terminé mon mémoire sur les arts martiaux, tu qui retourne en MMA. Quoi. C'est ça. Je te dirai, je deviendrai un préparateur physique qui sera spécialiste dans ce domaine-là. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Allez, on va conclure là-dessus. Merci. Merci à toi, Loïs. On se retrouve bientôt pour les prochains podcasts. N'hésitez pas à partager et à liker. À bientôt.